Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery et bonne année. Je l'avais pas du tout précisé parce que en fait on l'avait pas prévu, mais on a fait une pause pendant un mois. Déjà avec Faye on était complètement malade. Bonjour Faye, bonne année Faye. Bonjour James, bonne année Sophie. Bonne année Sophie. Victor, bonne année. Je l'ai pas présenté encore, mais à notre invité mystère. Ouais, bonne année. J'allais dire bonne nuit, je ne sais pas pourquoi. Bonne nuit. Bonne année Cécile et bonjour Cécile. Merci. Bonne année à vous d'ailleurs. Et donc j'ai mis du temps à sortir le dernier épisode sur Absolute Martian Manhunter. J'étais malade, donc je crois que j'ai mis 3 semaines ou 2 semaines à le sortir. Il est sorti en plein milieu de décembre. Il n'y a pas eu d'épisode de tout décembre. Je suis désolé. Voilà, on se rattrapera autrement. Vous avez eu 10 ans d'épisodes sans trop de pause. Je pense que vous pouvez vous y remettre. On va faire les choses bien. Cette semaine, on vous parle de À la dérive. T'as pas dit bonjour de Scott Pilgrim. Si je dis bonjour à Sophie. Ah, j'ai pas. Mais je vous ai dit 2 neurones après le. Oui, ça nous a grillé des neurones. On va poser des questions à Cécile avant. On va parler de la BD. Parce que je vais être sincère avec vous, notre amie Sophie a peut-être besoin d'un peu de temps. On est jeudi soir et le jeudi soir c'est compliqué pour Sophie parce qu'elle se lève tôt le lendemain matin. Je raconte pas la vie privée des gens. La vie des privés. Oui, c'est toi qui me perturbe. C'est parce que tu m'aimes. C'est pas... Oui, voilà. Donc, Cécile, tu es auteur de BD. Illustrateur ou auteur de BD, je sais pas comment tu... Je considère les deux. Je fais l'illustration. En ce moment, je fais surtout des zines. Ouais. Et j'envisagerais de me faire publier plus en mainstream plus tard. Mais pour le moment, en fait, là, je fais surtout l'illustration sur commande pour particulier. Et dès que c'est la saison des conventions, je produis pas mal de zines par année. Ok. On mettra bien sûr ton Instagram dans la description pour que les gens aillent voir ton travail. Comment t'as découvert la BD? C'est quoi ton lien avec la BD? Enfin la BD parce que j'ai l'impression que t'as pas tant de lien que ça avec le comics à en parler, donc on va élargir la BD ou manga, même si t'as envie de parler de manga. C'est quoi ton lien avec le médium, quoi, 9e art? Très bien, je vais répondre 3 fois à cette question pour BD, manga et comics. Vas-y. Parce que la BD c'est très simple, je pense que c'est pour comme beaucoup de foyers français, c'est les BD franco-belges qu'on hérite de nos parents. Ouais. Donc j'ai connu Tintin, j'ai connu les Schtroumpfs, j'ai connu Astérix. Un peu moins connu, il y a Quick et Flupk d'Hergé que j'adore. Ouais, c'est cool. Ça c'est vraiment resté avec moi. C'est toujours ma dans mes zines justement, moi c'est plutôt de la tranche de vie avec souvent de l'humour. Justement je m'inspire de Quick et Flupk pour ce qui est de l'humour. D'accord. Et ensuite il y a des après je pense que j'ai aussi eu en termes de BD mais aussi un peu pour des mangas, il y a Les Légendaires qui a été un grand choc pour moi. Et en même temps c'est une BD que j'ai connue après ado et faut vraiment découvrir cette BD à cet âge-là, je trouve. C'est marrant, j'ai une génération Les Légendaires, parce que moi j'ai pas connu du tout, et je sais plus à qui, je crois que c'est avec Anna que j'en discutais, qui elle, comme toi, ça l'a marqué. Et... Mais je ne peux plus te le recommander du coup, parce que tu vas te dire c'est complètement daté, c'est moche. Ouais. C'est ringard. Ça a l'air spécial. Etc. Voilà, parce que du coup, ma relation avec les mangas, c'était, c'est marrant, l'un des premiers mangas que j'ai lu en fait, c'est Dragon Ball, mais c'est mes parents qui m'ont offert les derniers tomes de Dragon Ball, les derniers tomes des aventures de Sangoku enfant. Et à la toute fin, du coup, je me retrouve projeté dans la fin de Dragon Ball, je pige rien, et après c'est le début de Dragon Ball Z. Du coup, j'ai plus grandi avec Dragon Ball Z que Dragon Ball, même si j'aime les deux autant. Et ensuite, j'ai connu One Piece, j'ai connu Jojo. Et au final, mon mangaka préféré, ironiquement, c'est Satoshi Kon,
Alors Ouais. j'aime beaucoup ces films sont super, mais ces mangas sont tellement mieux. Et son manga en deux tomes qui s'appelle Opus, c'est vraiment mon manga préféré. Et je l'ai pas lu, il est dispo, je sais qu'il est dispo à Bouquin. Bouquin, elle m'a fait, Hélène de Bouquin, elle m'a fait acheter Le secret des... Oh merde, j'ai plus le nom en titre. C'est le Ah, le secret de l'eau bleue, ça c'est Nadia. Ouais, c'est Nadia, ouais. Non, c'est un truc avec l'océan aussi. Oui. Mais je sais plus ce que c'est. Et mais je l'ai pas commencé, mais c'est des petits récits. Et ce qui paraît, ce qui est un peu chiant avec Satoshi. Fossile de rêve. Le fossile des rêves. Donc pas du tout le secret de. Très chouette anthologie, ouais. Ouais, donc pas du tout ce que je pensais, mais c'est pas grave. Apparemment, c'est qu'il ne finit jamais ses histoires. Donc au moins une anthologie, c'est des petites histoires courtes. Je spoil rien, mais Opus en fait il a pas vraiment fini et à la fin du deuxième tome on a une bribe de fin, on va dire, un petit commentaire de Satoshi Kon pour dire qu'en fait il a pas fini le truc. Ouais. Donc voilà, il a vraiment assumé ça jusqu'au bout. Et dommage qu'il nous ait quittés. Ouais. Et si vous avez pas vu Perfect Blue enfin moi j'ai pas vu Paprika, mais moi c'est Perfect Blue qui m'a vraiment marqué. Regardez. Perfect Blue, c'est vraiment trop cool. Et du coup, avec le comics, c'est quoi ton lien un peu plus particulier? Alors, juste finir la partie manga en fait, parce que du coup, ce que j'ai accumulé avec Dragon Ball, Naruto et One Piece, etc. Ça m'a vraiment. En fait, quand j'ai découvert les légendaires, j'avais l'impression de me dire il y a enfin un dessinateur français qui me pige. C'est ça qui m'a vraiment aspiré dans les légendaires. Et à quel point j'étais fan en fait. Pour une fois, il y avait un dessinateur français justement qui assumait d'être à fond dans ce style manga. Et après, en soi justement, il y a toute une scène du manga français qui existait aussi à l'époque, mais que j'avais complètement ignoré. Et c'est vraiment Patrick Sobral qui était sur le devant à ce moment-là. Et donc, comics. Très clairement, le premier comics que j'ai lu jusqu'au bout, c'est très cliché, c'est The Killing Joke. Je sais que tu as fait des commentaires sur ça, James. Oui, j'ai détesté. Et vraiment, mis à part ça, en fait, je me contentais de voir les films, mais je voulais vraiment pas lire les comics, ça m'intéressait pas du tout. Des fois, parce que je voyais des cases au hasard comme ça. Ce que je me plaignais souvent, c'était la mise en couleur. Genre à une période, c'était des couleurs très très flashy, alors tout en respectant un ancrage très noir, etc. Les années 90, etc. Et oui, années 90 je pense. Et en fait, je me dis qu'il y aurait des comics que j'aurais pu lire enfant en fait, si comme le manga en fait c'était en noir et blanc, s'il n'y avait pas de couleur. Parce que par exemple, j'avais vu des planches en noir et blanc de The Boys. Et j'ai trouvé super belle, j'avais envie de lire The Boys, mais après tout ce que je trouvais c'était les éditions en couleur, et je déteste la mise en couleur de The Boys. Voilà. C'est pas Ennis qui les fait en. C'est pas Derek Robertson qui décide sur. Je sais pas qui c'est qui fait la colo. Je pense pas que ce soit Robertson qui fasse la colo. Donc voilà, j'ai un problème avec les comics. Je pense que c'est jamais sorti en noir et blanc The Boys. Peut-être aux US, mais en France. Non, de tête comme ça, Enfin, dites-moi en commentaire s'il y a une édition en noir et blanc, mais je ne pense pas. Et pour en finir avec les comics, après The Killing Joke, en fait, on avait essayé de me recommander des comics pour moi qui étaient plus fan d'un mélange de BD européenne et manga. Ouais. Du coup, on me disait essaye plutôt les romans graphiques états-uniens, etc. Mais au final, s'il y a un comics qui me... Alors, du coup, à ce moment-là, niveau de roman graphique, Saga, je lisais beaucoup durant mes études d'art. Bref. Donc un comics, ok, c'est un comics. En fait, mais je vais te chiant juste le roman graphique. Bon, déjà, le terme me donne envie de mourir. Je dis ça. Mais en fait, Pas du tout, exagération. Pas du tout dans l'exagération, pas du tout. Le roman graphique, c'est un terme qui a été inventé par... Je l'ai répété 40 000 fois, mais on est en 2026, donc je l'ai jamais dit encore. En 2026. C'est un terme qui a été inventé par Will Eisner pour Impact avec Dieu, qui est un comics qu'il a sorti. En fait, il a sorti un peu en dehors du système comics, qui sort normalement, comme le manga, en prépublié enfin là plus pas en manga. La prépublication c'est dans des magazines. Eux c'est en floppy. Impact avec Dieu est sorti d'un coup, comme on sort une BD franco-belge quoi. Où t'attends pas, il y a de la prépublication en Spirou et tout fait de la prépublication, mais bref.
c'est une autre histoire. Et en fait, la vraie différence entre roman graphique et comics, c'est juste c'est le fait que ça sorte directement, soit sans prépublication. En fait. Mais tu fais ce que tu veux si tu as envie de dire roman graphique. Mais pour le coup, Saga, c'est du comics. Ça sort en. Ah bah ok. Bah du coup, j'existais pas mal de comics à un moment. Du coup, si on compte Saga et les autres comics scénarisés par même mec, j'ai oublié son nom. Brian Kevogan. Voilà. Mais ceci dit, plus comics classiques des deux grosses maisons Marvel Odyssey. À un moment, je lisais beaucoup Hawkeye dessiné par David Hara. Ah oui, et voilà, là pour le coup, je trouvais que c'était du comics qui me plaisait bien, qui m'avait l'air assez unique. On a bien un petit côté indé dans. Oui, un petit côté indé, j'imagine, c'est ça. Ouais. Et à partir de ça, en fait, j'ai essayé de plonger dans l'univers de Hawkeye et en fait, non, pour moi, soit ça passe, soit ça casse. Donc, Ah, c'est compliqué Hawkeye. Ouais, ça dépend des auteurs, ça dépend des dessinateurs aussi, voilà. Ah ouais, chez Marvel et DC, c'est toujours un peu ça. Et les trucs un peu plus indés, underground, est-ce que t'as essayé, des trucs comme Black Hole ou le Sculpteur ou des trucs un peu plus. Le Sculpteur, j'ai des vagues souvenirs. Moi, Scott McCloud, du coup, j'ai plus retenu ses BD. Ses essais, ouais. Pour enseigner la bande dessinée ou pour en parler, parce que c'était nécessaire pour mes études. Ouais. Non, je pense que le truc le plus indé de comics que je connaisse, c'est Bootleg Spider-Man. Voilà, non mais en fait, c'est presque une parodie. C'est dessiné par un mec, j'ai oublié son nom, j'essaierai de retrouver son nom plus tard. Mais voilà, en fait, c'est un bootleg parodique de Spider-Man, mais c'est ultra culte pour une petite niche, voilà. D'accord, ok. Et si tu veux décrire ton style et un peu ce que tu fais, donc tu parlais de tranche de vie avec de l'humour. Est-ce que t'as un style, tu peux mettre des mots sur ton style? En fait, j'arrive pas trop à avoir de style graphique en ce moment. C'est dur de me décrire, mais du coup, oui. Après, oui, si je devais décrire, par exemple, projet par projet, je pense qu'il y a une série de zines que je considère comme mon best-seller, c'est Pépé et Dédé. C'est juste l'histoire d'un couple transmasque gay qui vit leur vie et qui sont totalement insolents. Là, pour le coup, je m'inspire beaucoup de Pop Team Epic. Pour l'humour, mais aussi pour le style graphique, parce que justement, c'est des personnages qui ont une expression figée, alors que le reste des gens sont bien expressifs. Et oui, du coup aussi c'est un humour absurde assez cogneur que j'aime bien. Et en dehors de ça, j'ai surtout des projets liés à la musique. J'avais fait par exemple des zines qui pouvaient se lire comme des clips vidéo. Et par exemple, en ce moment j'écoutais beaucoup d'Eric Satie. Il avait composé des chansons. Et donc j'avais fait deux zines qui étaient tirées d'Eric Satie, sauf que je rendais les paroles plus queer. Donc il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Allons-y Chochotte. Et chochotte, c'est un terme qui peut avoir des racines homophobes et qui est aussi peut désigner un homme efféminé. Ouais. Donc du coup, j'ai voulu transformer ça en une romance gay et trans aussi. Et ainsi de suite. Là en ce moment, j'ai fait plus des zines sur des thèmes, sur un tout autre thème, mais c'est un peu queer quand même. C'est parler de kink, de fétichisme dans l'intime. Et en ce moment, en fait, je me suis rapproché d'un artiste, d'un auteur aussi qui se spécialise dans le yaoi et le yuri, qui s'appelle Praenus. Ah super. Et chaque année, dès qu'il y a la Wacom, en fait, on se fait des échanges de zines sur chacun de nos productions. Et là, c'est sûr que pour l'année prochaine et aussi pour les années suivantes, en fait, je me concentrerai à faire du yaoi et du yuri. Ok, t'as une plateforme où on peut récupérer où tu vends tes zines ou pas du tout? J'ai un magasin, j'avais un Ko-fi que j'ouvre plus ou moins, ça dépend des phases. Là, je l'ouvrais durant l'automne et aussi pour l'hiver, juste pour la fin d'année. Mais là, je l'ai fermé. Ça a pas trop marché et voilà. Bon.
Mais moi, tu m'as donné envie. Je vais te prendre des. Si on se croise, parce que tu es Montpellier. Ah, bien sûr, là, je suis toujours disponible pour vendre mes zines à Montpellier. Voilà, pas de problème. Voilà. Je prendrai des zines. Parce que tu m'as donné envie, ça a l'air cool ce que tu fais. Du coup, on va enchaîner sur la petite review. Puis, je pense que les gens. T'as des questions, Faye, non? Je te prends dépourvu comme ça. T'es contente, hein? Oui. Non, pas de questions. Non, je trouve que tu as posé des questions qui étaient importantes et puis il a très bien parlé de lui-même. Donc. Ouais, c'est très cool. Sophie, est-ce que tu as des questions? Aussi tout pris au dépourvu. C'est ça. Ouais, est-ce que tu aimes l'horreur? Voilà. Ah oui, tiens, bonne question. Ah oui, Sophie. L'horreur, on va dire que oui. L'horreur, en plus, c'est compliqué, hein. Je sais pas non plus. Bah oui, bien sûr, je suis fan de Junji Ito. Et genre, moi, je le considère comme quelqu'un qui le découvrait avant qu'il devienne cool. Genre à l'époque où c'était Tonkam qui éditait ses premières histoires. Quand c'est plus Mangetsu qui a récupéré le... Voilà, maintenant c'est Mangetsu. Et avant c'est Tonkam. Et ma première lecture, c'était Le Mort amoureux, que je considère toujours comme mon histoire préférée de Junji Ito. Et en dehors de Junji Ito, c'est vrai que c'est compliqué. J'avais lu un super manhwa d'horreur, j'ai plus le nom, mais c'était très chouette et graphiquement ça s'inspirait aussi de Junji Ito, donc je pense que c'est pour ça que ça me plaisait. Et clairement, à la limite, il y a Kazuo Umeru qui est un peu le maître de Junji Ito, celui qui l'a vraiment influencé. Ouais. Avec le collège disparu, je crois que L'école emportée. L'école emportée, pardon, merci. Pas très bien vieilli, l'école emportée. Qui est un peu plus daté, donc ça me fait un peu moins peur, mais en soi, en fait, que ce soit avec Junji Ito, Kazuo Umeru, en fait, quand je lis, quand je tiens en moi un livre d'horreur, enfin une BD d'horreur, déjà je suis dans la bonne ambiance, je suis vraiment dans la quasi-pénombre avec juste une lampe pour m'éclairer. Et surtout, je tiens le livre et je tourne les pages super vite. Ah. Comme ça, je peux avoir cet effet jumpscare. Et Kazuo Umeru, souvent, il faisait des jumpscares en double page. Et c'était très fort de sa part. Par contre, c'est un peu misogyne, l'école emportée. Ouais, Un peu. Oui. Ouais, un peu beaucoup même. C'est dommage parce que Kazuo Umeru, à un moment, il avait fait une histoire courte sur une meuf qui se fait plaquer par un mec parce qu'elle est censée perdre du poids, etc. Et en fait, elle prend sa revanche et c'est vraiment une super. Ah ouais. En fait, moi, le plus gros souvenir que j'ai de l'école emportée, parce que je les ai tous achetés, et je les ai lus et bon, c'est daté, ça date des années. C'est après la guerre, mais pas loin d'après la guerre. Donc c'est toute une école. Il y a une école primaire et une école maternelle qui disparaissent dans un monde apocalyptique. Et il y a tous les profs qui deviennent complètement tarés. Et du coup, c'est les gamins qui doivent se gérer eux-mêmes. Et t'as toute une classe qui va devoir se gérer eux-mêmes. Et t'en as un qui fait bon, on va élire un chef et on va élire un gouvernement. Mais bien sûr, on va mettre les filles de côté parce que les filles c'est con. Et ils sont tous là. Oui, y a pas de problème. Tu as raison. C'est des gamins. Oui, c'est des gamins, mais enfin, il aurait pu mettre une nuance qui a pas du tout. C'est une autre époque. Oui, effectivement. En même temps, c'est un bon résumé de la Révolution française. Hein. Oui, c'est vrai. Olympe de Gouges. Oh. Même non. La review. Effectivement, je vais la faire parce que j'ai oublié je voulais demander à Faye et Faye m'a fait nope. Je te la fais. Je te la fais, mais tu vas morfler. On remercie iComics de nous avoir envoyé le PDF. Je sais pas si vous êtes content de nous l'avoir envoyé, mais on fait comme on peut. Hein. Moi, je lis pas les BD avant, donc c'est le jeu de la critique. Je suis désolé, mais même si moi j'ai passé ma meilleure vie devant cette BD. C'est une BD de Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley, vous le connaissez sûrement parce que c'est un mec assez connu dans le monde du comics, puisque c'est lui qui a fait Scott Pilgrim versus The World, donc qui est une série de BD qu'il faut lire. Si vous avez vu que le film, vraiment lisez la BD. La BD elle vaut vraiment le coup, elle est vraiment cool. C'est une histoire un peu différente du film. Ça va plus loin. Les personnages sont un peu plus intéressants, je trouve, dans le comics. Et en plus, il y a une suite qui est faite en animation, sortie chez Netflix, moi que je trouve vraiment très très intéressante et qui gomme des trucs qui sont un peu parce que Scott Pilgrim, ça reste une BD
qui parle d'un jeune qui va avoir 30 ans, enfin qui a 25, 26 avec des poussières et qui sort avec une lycéenne, ce qui est assez répréhensible, de se sortir avec une mineure, et même ce qu'il fait, parce qu'en fait il va sortir. Résume, c'est un connard qui rencontre une meuf. C'est un connard qui rencontre une meuf qui a des problèmes aussi, et en fait il va devoir battre ses ex maléfiques, puisqu'il y a une ligue de ses ex maléfiques. En fait, excuse-moi, mais pour résumer avec des mots actuels, c'est un petit con qui supporte pas que la meuf elle a un body count de quand elle est. Ouais, mais même je trouve que la meuf aussi, il y a des façons dont il a décrit dans la BD de façon un peu bizarre, et je trouve que pour une connasse, alors que... Oui, il a fait vraiment passer pour une connasse, alors que dans la suite, qui est plus centrée sur la fille au final, je trouve qu'il scénaristiquement en tout cas, et en plus je trouve que même si vous aimez l'animation, il y a des parties d'animation qui sont vraiment sympas. En tout cas, moi je trouve que c'est cool, donc allez-y. Mais je comprends, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est une BD d'incel et que ça pose problème. Je peux comprendre le parti pris de se dire oui, non, j'ai pas envie de lire un truc comme ça. Mais moi j'aime bien, on en discutait avec Cécile hier, le côté de que en fait Scott il est écrit pour que pas pour que tu t'identifies, enfin pour que tu t'identifies en te disant mais en fait ce mec est un connard, et je trouve ça intéressant de se dire on peut prendre une fiction et l'écrire avec un rôle d'un personnage pas forcément positif. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir si justement la personne qui commence en étant un connard peut évoluer. Oui, a évolué. Et du coup, dans Scott Pilgrim, il évolue. Ouais, mais je trouve que l'évolution, c'est pas ça. Tu vois, dans l'animé, il y a une évolution. C'est un peu plus réservé. Ok. Bah moi j'aime bien l'évolution de Scott Pilgrim, et même quand on regarde le personnage de À la dérive, il s'appelle Riley, c'est pas une fille simple, enfin c'est une fille qui est Faye va avoir des problèmes, mais Faye va pas être d'accord. Donc Brian Lee O'Malley, c'est un scénariste qui est né en 1979, donc c'est un peu notre génération à moi et non, je suis 82. 82, c'est pour 3 ans. Elle bah oui, D'accord. Donc, je viens de balancer l'âge de Faye en direct. Tout le monde le sait. Donc, c'est quelqu'un des années 80, qui a grandi dans les années 80, qui a fait beaucoup de BD dans cet esprit-là. Il a fait donc Scott Pilgrim, qui a été le carton qu'il a été. Il y a eu le film d'Edgar Wright, qui est génial. Vraiment, le film est vraiment très très cool. Et je vais faire le même conseil que j'ai fait à Cécile hier. Regardez Last Night in Soho de Edgar Wright, qui est sorti, son film non, il y a Running Man avant. Non, Running Man, après. c'est le dernier qui est sorti. Ouais, c'est l'avant-dernier, mais on n'a pas vu un Running Man. Tu l'as vu, je crois, Sophie? Non, personne ne l'a vu. Mais il a bidé. Hein. Ouais, il a un peu bidé. De toute façon, de base, le roman de Stephen King, il est pas fou. Hein. D'accord, ok. Tu es du même avis? C'est une reprise d'un film français. Non. Alors, allez, vas-y. Je vais vous expliquer l'histoire, les amis. Petite parenthèse sur Edgar Wright. Il y a le bouquin donc, de Stephen King qui était écrit sous un nom d'emprunt. Qui raconte donc l'histoire d'une personne qui participe à une émission où en gros le but c'est qu'on le poursuit puis il doit pas être retrouvé pour gagner des sous. Enfin, bref, il y a des histoires avec sa famille et compagnie. Et en fait de l'autre, je crois que c'est le premier moment ou un peu plus tard, je sais plus, il y a un film français qui est sorti qui est Le Prix du danger, qui est un très bon film que je vous conseille. Avec pareil où on a une histoire pareille avec une émission de télévision et compagnie. Mais quand tu lis le bouquin et que tu regardes le film, certes il y a une toile commune, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, le bouquin de Stephen King, il a été écrit avant que le film sorte. Par contre, il existe une première adaptation de ce livre, donc Running Man, qui a été réalisée par l'acteur qui jouait Starsky, vous savez, de Starsky et Hutch. Et en fait, ce film-là, donc le scénario du film, ne reprend pas trop les éléments du livre de Stephen King, mais est allé piocher dans le film français. Et il y a eu un procès où justement la production a été reconnue coupable de plagiat. Et le film est c'est un film de Schwarzenegger, avec Schwarzenegger. Avec Arnold Schwarzenegger, effectivement. Moi, c'est un film d'enfance, mais sincèrement, c'est un nanar. Le film est, je crois, quasiment introuvable en DVD à l'heure actuelle. Ah ouais? Bon. Ouais.
Ah, parce que à cause du procès. Du procès, justement, et puis Ah, parce que c'est un nanar, hein, c'est un gros. Ouais, mais en même temps, tu dis du bien de la course aux jouets, c'est tout aussi. La course aux jouets, c'est mieux à côté. Ou l'école à la maternelle. Un flic à la maternelle. Oui, non, mais ça, c'est un maternelle. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. On est, je pense, sur le niveau des téléfilms doudou de Noël. Non, mais comparé à Running Man, c'est un chef-d'œuvre. D'accord, ok. Bon, bref, donc, on voilà. va s'arrêter là sur. Mais regardez, film, Last Night Show est vraiment cool si vous avez l'occasion. Pour moi, c'est le meilleur film. Enfin, pour moi, c'est De le Edgar Wright. préféré d'Edgar Wright parce que Ouais, moi aussi, je crois. voilà, esthétiquement. Et par contre, Mais vous avez pas un problème avec la fin? Ah non, moi j'aime bien la fin. alors la fin, moi, je trouvais que c'était un peu rushé. J'ai un problème avec la fin. Elle va un peu si vite. j'ai- Non, mais la fin, moi j'ai l'impression que. Non, mais ouais, non, mais ce que disent ce que dit le personnage principal, enfin, je veux dire, c'est limite, ça valide tous les discours machistes que tu peux entendre sur les femmes sont des hystériques, etc. Tu vois, Et tu parles de quel perso? Le perso de la. Mais arrête de spoiler Un pas. perso féminin ou un perso masculin? Mais il y a plein de persos, tu sais pas. féminin. Ah, mais parce que en fait, je pense que elle est la représentation en fait d'une image qui a été donnée par la masculinité, puisque mais tout ce qui est l'écriture des persos féminins, elle a été gérée par justement la co-scénariste d'Edgar Wright. Lui, il gérait les persos masculins et elle les persos féminins. Et moi, de la façon dont je comprends, c'est que c'est en fait une idée qui quelque part. On va rester vague. Enfin, on en reparlera en privé. Pour Cécile et pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la Saints Row, regardez-le. Mais rien que pour l'esthétique, on est d'accord quand même. Toi qui kiffe le giallo, c'est du giallo dans Londres avec un côté années 70 et un focus sur la mode de cette époque-là. Vraiment, tu vois, c'est un épisode d'analyse là-dessus pour aller plus loin. Ouais, il est génial. Bon, vas-y, continue. Enfin bref, il a fait d'autres BD, notamment Seconds qu'on avait fait dans j'ai les... beaucoup aimé ça. Ouais, qui était vraiment très cool, qui sort d'une meuf. Bien écrite ça là. Ouais, bah, il l'a écrit après. Si vous n'avez pas l'occasion de lire Seconds, lisez-le. Et il a fait, je crois que c'est une des seules BD que j'ai pas lu de lui, Snort Girl, qui ne dessine pas, je crois qu'il ne fait que dessiner. Et je crois aussi qu'il y a un groupe. Ne dessine pas, Il fait que écrire, excusez-moi. Et il y a aussi un groupe de musique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, c'est ça. Sous le nom de Koupek. Voilà, merci beaucoup, Cécile. Alors, À la dérive ou Lost at Sea en anglais. Excusez-moi. Ça parle de Riley. Ouais. Qui est une jeune femme qui vient de finir son lycée, je crois. Elle est à la fac. Elle est déjà à la fac. Elle est pas rentrée dans une fac. Je crois qu'elle a 18 ans. Elle a 18 ans, ouais. Je crois qu'elle vient d'avoir 18 ans. Elle est ouais. entre les deux. Elle est entre les deux. Elle est justement dans cet entre-deux de je vais rentrer à la fac et je finis mon lycée. Et elle décide de faire un road trip de Toronto, je crois. Oui, Toronto. De Californie. Non, c'est l'inverse. Ils viennent de Toronto et ils vont en Californie. Parce qu'à un moment, elle dit on est où là? On est en Californie. Non, ils disent où on est où? Ils sont ils pensent être dans l'Ohio à un moment. Oh, bah écoute, je sais pas le. Non, à l'Oregon. Dans l'Oregon, ouais. Dans l'Oregon, ouais. Ouais, Moi, je sais tu as pas raison. Mais à la base, ils prévoient de longer la côte. Ah oui, voilà. Ils sont pas complètement paumés, pas du tout au bon endroit. Si, oui, ils sont complètement fumés. On est d'accord. Donc comme moi avec l'orientation. Et du coup, en fait, c'est des gens qui étaient dans son lycée mais qu'elle ne connaît pas du tout. Et cette jeune femme qui s'appelle Riley, elle est un peu en crise identitaire. Elle sait pas trop qui elle est, elle sait pas trop. Elle a l'impression, en fait, d'avoir perdu un bout d'elle-même. Et elle le dit au début, je n'ai pas d'âme, j'ai perdu mon âme. Fate est horrible. Du coup, ça parle beaucoup de ça. Ça parle du côté un côté de déconnexion. Ça parle des relations qu'on a à cet âge-là. Ça parle de se retrouver soi-même et de comment on se définit par rapport aux autres. Moi, j'ai vraiment été. C'est une BD qui se lit assez vite. C'est 200 pages. 200 pages. C'était 192. Oui, 192 pages. Mais ça se lit assez vite. Moi, je l'ai lu d'une traite et j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire. Ça m'a rappelé des sensations. Ça m'a rappelé notamment It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Thorogood, qui parle aussi, qui parle beaucoup de dépression. Tu devrais le lire, Cécile, ça te devrait plaire. Enfin, si t'es pas trop, si la déprime ne te. Je connais pas mal le travail de Thorogood, oui.
Ouais, elle est très forte, sauf ce Rain qui est avec Joel qui est pas terrible. Mais vraiment, It's Only at the Center of the Earth, c'est vraiment cool. Et ça m'a un peu rappelé ça, avec le côté je suis déplacé, je suis plus chez moi et je suis un peu avec des gens avec qui j'ai pas envie d'être. Enfin vraiment, on retrouve. Enfin quand t'as déjà lu Scott Pilgrim, tu vois, tu te dis ah ouais, c'est de là qu'il vient, et c'est un peu, on sent des choses qu'il avait envie de raconter et où il allait plus loin dans Scott Pilgrim et de façon un peu plus peut-être parce que il faut le dire, Lost à Sea, c'est sa première BD qui est rééditée, donc c'est un travail de jeunesse. Quand Spades devait être là pendant l'émission et nous avons évacué Spades de l'émission parce que vous connaissez la nuance de Spades. Si moi vous me trouvez, lui dis pas ça, peu cher. non, il écoutera pas déjà. Et Spades a du mal à dire qu'il aime pas un truc sans être blessant. Donc et comme peut-être avec les gens des comics écoutent. Mais dis pas ça dans l'émission. Je me suis dit on va essayer de faire plus nuancé et on va le mettre sur le banc de touche. Ce stream est sponsorisé par Brajlon. 2026, c'est chaotique. Pas trop par Brajlon parce que Brajlon a été racheté par Hachette et je vais pas dire son nom, mais la personne qui tient Hachette, bref, on va rien dire. On adore votre patron. Tu disais de Spades, mais oui, on est en 2026, je suis désolé. c'est chaotique. On est chaotique et on est dans une émission de gauche, donc on a le droit de dire ce qu'on veut, hein, je suis désolé. Ça n'excuse pas tout, hein. On en connaît quelques-uns qui militent de gauche, qui ont fait de la grave de la merde et qui pensent que parce qu'ils sont de gauche, ça va les sauver. Moi, je dis plus rien. Ouais, mais on va pas défendre. Je sais même plus son nom en fait. Bon, alors continue ta review là parce que tu pars 2026. Bah vas-y. Faye, ton avis? Oui. On va arracher le pansement très vite. Ah bah écoute, quand je l'ai lu, je suis contente parce que mon ami Spade a eu la même réaction quand il a lu ce Ne reprends pas ces analogies, s'il te plaît. Lui aussi, il a pensé à Kyo, mais c'est tellement ça. J'avais Dernière danse en tête quand je lisais le bouquin. Non, mais c'est une œuvre de jeunesse. C'est une œuvre de jeunesse, ça se sent en fait. Oui, non, mais je dis, c'est extrêmement maladroit. Mais tu citais cette réplique, j'ai perdu mon âme. J'ai éclaté de rire quand j'ai lu ça. Vraiment, c'est clichélant. C'est vraiment un épisode des frères Scott en BD, quoi. Non, attends, les frères Scott, c'est tellement le cas avec le cul. C'est exactement la même chose, mon ami. Et laisse-moi parler, tu diras le bien de ce que tu penses. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement maladroit, extrêmement cliché. C'est bon, quoi. C'est émoulant. Le perso m'a pas du tout intéressé. Elle est malheureuse, elle a perdu sa copine. Bah, il y a le téléphone, il y a le courrier, je sais pas, quoi. Tu peux rester en contact. C'est pas parce qu'elle déménage que ça y est, ta vie est foutue. J'en sais rien. Ou alors tu t'avoues pas que tu l'as kiffé, j'en sais rien. Bah, tu lui envoies une lettre d'amour, je sais pas, quoi. Enfin bon. Après, il y a des relations encore bizarroïdes entre une personne majeure et une personne mineure. C'est vrai que ça revient beaucoup avec Guillaume Mallet. Je m'interroge sur cet auteur, voilà. Tiens. Oui, voilà. Après, bon, bah, c'est des clichés du genre, quoi. La meuf qui pense, personne ne m'aime, je suis trop folle. Alors que bon, quoi, franchement, je suis 10 fois plus folle qu'elle et personne m'a dit que j'étais tarée. Enfin, si, à part moi. Mais elle est calme, quoi. Enfin, je vois pas en quoi elle est... C'est pas, elle est déprimée. Non, elle se dit, je suis folle, je tout pas bien tout. Mais elle est déprimée, mais de quoi? Mais parle aux gens un peu, petite, je sais pas. Non, mais elle a le droit d'être déprimée. Tu dis ça alors que tu t'es la meuf qui parle le mot. Oui, je sais, mais moi, je suis pas là à dire oui, je ne sais pas par où commencer. J'ai perdu mon trou du cul. Non, je sais pas, j'ai perdu mon trou du cul. J'en sais rien. Mais okay. C'était tellement maladroit. Mais je me dis, je pense que on a tous été comme ça quand on était jeunes. Oui. Tu t'es jeune, t'écris un truc. Mais moi, ça m'est arrivé la première, hein. Je suis retombée sur des trucs que j'avais écrit dans la vingtaine, mais j'ai pleuré de rire en me relisant tellement c'était ridicule. Et bon, bah voilà, c'est des trucs de jeunesse. Mais tu vois, nous, on va remettre l'œuvre dans son contexte, mais t'as des gens qui vont acheter ça, qui peut-être ont la vingtaine maintenant, qui vont lire ça, qui vont dire oh putain, mais c'est nul. Tu vois. À combien? Attends, je regarde à combien. Ils vont peut-être pas aller découvrir d'autres œuvres qui sont plus intéressantes, comme c'était Seconds, ouais, que j'avais beaucoup aimé, qui là pour le coup avait qui allait plus loin, qui reprenait pourtant, il y a des thématiques, tu vois, entre l'héroïne de Second et l'héroïne de ça, il y a des miroirs entre les deux, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus
intelligent, on va dire émotionnellement et autres dans Seiyun que là. Mais effectivement, c'est une première œuvre. Alors tu vois, j'en rigole, c'est que j'ai pas Putain, c'est aimé. 24 €. Mais je vais pas, bien sûr, je vais pas dire que le mec est nul en me basant sur ça, tu vois. Voilà. Donc je remets du contexte. Mais c'est vrai que moi, la lecture, elle a été très très longue. Vraiment, j'en pouvais plus. Je regardais tout le temps où j'en étais dans la pagination pour voir si je me rapprochais de la fin, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Enfin voilà quoi. Le prix il est indécent par contre. 24 €. Après t'as les matières premières quand. Ouais, je comprends. On n'a pas eu l'objet entre les mains, donc ça se trouve l'objet est très très joli, mais. Après en numérique il y a des bonus à la fin. Ouais, il y a des beaux bonus. C'est vrai qu'il y a des beaux bonus. Voilà. L'édition est pas dégueu, les couleurs ça. Faut aimer le style de le style de jeunesse. Mais même tu vois, je trouve que pareil son style au niveau du dessin, tu vois l'évolution. Enfin quand tu prends genre le dernier titre que j'ai lu donc Seiyun et tu prends là, tu vois, tu te prends conscience quand même que le gars il a évolué et c'est bien qu'un artiste évolue, tu vois, montrer que tu pars d'un truc qui est maladroit pour arriver à des choses un peu plus profondes, pourquoi pas, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a ressassé pendant plein d'années pour arriver à un moment où c'est un peu plus logique, un peu plus voilà, où il va prendre plus conscience des choses et vraiment travailler. Là non, c'est vraiment l'ado qui va rester en surface de ses problèmes et qui arrive pas à exprimer ça et compagnie. Donc voilà, bon, c'est pas le titre que je vais retenir, et si je devais acheter Scott Pilgrim plutôt que ça, enfin vraiment. À la rigueur, tu peux conseiller ça parce que c'est son œuvre connue, mais moi, tu vois, je conseillerais plus Seiyun, et je trouve plus riche. Oui. Voilà. Tu vois, je suis pas méchante. Ouais, acheter plutôt, enfin je sais, j'ai prêté Aki Giant de Ken Nimura et de Joe Kelly, du même oui, mais c'est le même éditeur. Oui. Autant acheter celui-là, je crois qu'il est moins cher en plus, ou même The Immortal Sergeant, qui est des deux mêmes auteurs, qui moi qui m'a C'était quoi déjà? C'était le road trip là? C'est le road trip. Père et son fils. Ouais. Ah, moi il m'a. Bon, après j'ai des énormes daddy issues, donc forcément ça trigger, mais. Qui m'a plus en l'air. Effectivement, Aki Giant, c'est pas à mettre entre toutes tes mains. Si vous avez. C'est intéressant. Ouais. Vous avez un travail à faire. Ouais. Bon, bref, on veut pas spoiler. Cécile, t'en as pensé quoi toi à la dérive du coup? Alors à la dérive, bah déjà ce qui m'avait intrigué, c'était déjà que du coup c'est l'arrivée inédite d'un du coup ce que tu as dit, un travail de jeunesse. Ouais. Et ça c'est pas la première fois que ça arrive, et par exemple en manga il y a Naoki Urasawa dont Pineapple Army est en train de se faire rééditer. Et pareil, en fait, c'est un manga de jeunesse où on voit que ça pêche, on voit que Naoki Urasawa, il est très très inspiré par Otomo, hein, et il a l'air trop inspiré, donc on a l'impression de voir un ersatz de Otomo. Et après aussi, le dessin, il est un peu desservi par un scénario parce que c'est écrit par quelqu'un d'autre, et c'est de la géopolitique qui représente pas trop l'univers d'Urasawa tel qu'on le connaît. Et du coup à la dérive c'est un peu la même chose. C'est pareil, du coup c'est une œuvre de jeunesse. En même temps que je lisais, en fait on avait un peu envie de se dire on voit l'artiste qui se cherche, on voit du coup un style graphique qui est embryonnaire par rapport à Scott Pilgrim. Ouais. Pareil, dans l'histoire, on retrouve des éléments, on retrouve des petits détails, des petits thèmes qui vont réapparaître en bien mieux travaillé dans Scott Pilgrim. Et je pense que c'est ça qui est un peu dommage dans la lecture, c'est qu'en fait on garde en tête Scott Pilgrim ou alors Seconds. Et c'était marrant que je crois que c'était Faye qui avait mentionné Kyo. Moi j'avais décidé d'écouter l'album American Football du groupe du même nom. Et ça colle parfaitement à l'ambiance de la BD. Et moi clairement j'ai trouvé cette BD intéressante rétrospectivement. Je pense que je rejoindrais l'avis de Faye si j'avais lu cette BD à l'époque, sans qu'on me dise que Bradley O'Malley est un poids lourd du comics canadien, etc. Mais ouais, moi je pense que c'est surtout cet aspect rétrospectif, c'est le fait qu'on découvre cette œuvre de jeunesse qui est enfin traduite chez nous en inédit, qui fait qu'on
qu'on la lise en fait forcément d'un autre angle. Ouais. Mais si on sort de... Si t'étais un éditeur sans rien connaître, quand t'envoies ce titre, tu le refuses, enfin tu lui dirais bon bah va retravailler. C'est un peu ce que disait Sophie. Ouais, je pense, bah oui, je dirais graphiquement ça sera retravaillé, etc. Ceci dit, je pense, la narration me plaisait un peu. Parce que justement, encore une fois, ça sort. Des fois, il y a des séquences de narration avec pas mal de paragraphes qui se démarquent vachement de Scott Pilgrim, par exemple. Du coup, ça me rappelle plus Seconds. Mais ouais, clairement, si on sort tout l'aspect rétrospectif dont je parlais, en fait, oui, c'est une BD qui est pas très intéressante et je préférais recommander à des gens de lire Seconds. Du coup, c'est assez marrant parce que là, en ce moment, il est en train de bosser sur une nouvelle BD qui va à la fois dessiner et écrire, qui s'appelle Worst World, je crois. Mais en dehors de ça, en fait, si on prend en compte toutes les BD que Brian Lee O'Malley a dessiné et scénarisé, en fait, sa bibliographie, ça se résume à un sandwich. Où en fait, à la base, t'as du pain de supermarché, la garniture, la viande, etc. C'est Scott Pilgrim. Et tout en haut, il y a un pain qui est super bien cuit, super délicieux, Seconds. Voilà. C'est une bonne analogie. C'est bien résumé. Ouais. J'adore analyser comme ça en sandwich. Sophie, quel est ton avis sur cette BD? Moi, j'ai plutôt apprécié la lecture. Globalement, je trouve que ça se lit facilement et que ça se lit bien, notamment grâce, je trouve, à la mise en page qui est très dynamique, c'est-à-dire qu'on a les cadres qui vont varier, le cadre blanc autour qui des fois va disparaître, des fois va se remplumer, on va voir des cases qui vont se bouger, se déplacer, des fois il va y avoir que 2 cases, des fois il y en a plus qu'une seule dans toute la page, et d'autres fois il y en a 3. Il y a un côté très, je trouve, road trip, un peu cinéma indépendant américain des années 2000. Je sais pas si vous voyez un peu le genre de film que je parle, d'atmosphère dont je parle, où t'as des personnages un peu paumés qui vont se retrouver. Moi, ça m'a fait penser vachement à du cinéma de Gus Van Sant, qui avait adapté notamment l'histoire du chanteur de Nirvana, et tu pourrais écouter Nirvana en lisant, hein, parce que c'est aussi un côté grunge, genre ça va pas. On est d'accord. Enfin, il est horrible ce film. Oui, comment il s'appelle? C'est très contemplatif. Ah non, c'est horrible. Enfin, il est... moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que... Mais moi, de Gus Van Sant, celui que j'ai vraiment aimé, c'est Prêt à tout avec Nicole Kidman, qui est très humour noir, quoi. Enfin, il est vraiment cool, quoi. Il s'appelle comment déjà celui sur Kurt Cobain? Last Day. Last Day, ouais. C'est horrible, Last Day. Après, ça parle de suicide, donc bon. Non, mais c'est chiant comme la mort. C'est chiant comme la mort, Mathé. La dépression, pour les gens qui sont à côté, c'est chiant comme la mort aussi. Hein. Pour ceux qui vivent ça aussi, je pense que c'est chiant comme la mort. Et donc, bref, pour revenir à la dérive. En fait, le truc que j'ai trouvé un peu chelou, c'est le fait que les personnages se comportent comme s'ils avaient 13 ans alors qu'ils sont censés en avoir 16. Vraiment, pendant tout le texte, ils ont des comportements où je me suis dit, ouais, c'est enfin, moi en tout cas, je sais que j'avais des crises d'angoisse plutôt à 13 ans, et à 16 ans, ça allait un peu mieux parce que c'est l'âge où tu commences à avoir un peu de recul, etc., dans les émotions, alors que vraiment, on a tendance à oublier, je pense qu'on vieillit, que l'adolescence, ça commence à la puberté, hein. Quand t'as tes règles, quand t'es une meuf, voilà, c'est là, boum, l'explosion d'hormones, c'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que tu captes plus rien de ce qui se passe de la vie, etc. Et après, ça va forcément en se calmant. Et là, moi, j'ai l'impression qu'elle se comportait comme, une nana qui vient tout juste d'avoir ses règles, ou il y a pas longtemps, et que ça va pas, et que, parce que vraiment, genre, elle est perdue et elle déprime. Parce qu'elle a rencontré un mec avec qui elle se sent trop bien et qu'il y a moyen qu'elle le revoie parce que son père habite juste à côté. Et tu fais, si c'est ça tes problèmes... il l'a envoyé chier, le mec. Il lui a laissé une lettre. Non, elle l'a pas lu.
Oui, mais l'a pas il l'a lu. envoyé chier, c'est obligé qu'il l'a envoyé chier. À mon avis, il va dire c'était trop bien, mais il faut qu'on reste amis parce que c'est compliqué. À mon avis, le mec, il a juste voulu tirer son coup et quand c'est fait, ça Je suis d'accord avec elle. À mon avis, elle le reverra pas. Attends, le mec majeur, internet. Ah oui, ça c'est sûr que ça puait de base. Mais après, justement, les mecs, moi, quand j'avais 17 ans, je suis sortie avec un trentenaire et ils te lâchent que quand ils se font griller par d'autres adultes, hein, en général, pas quand toi tu commences à t'accrocher. Hein. Donc voilà. Pour le coup, c'est vrai que ça m'a fait écho à des trucs qui me sont arrivés, comme effectivement le fait que j'ai sorti avec un mec beaucoup plus trop vieux, ou que j'avais fait un road trip dans cette zone-là. Donc du coup, quand il disait on est à tel endroit, je me disais mais alors vous êtes très très loin de là où vous êtes censé aller. Oui, mais il le dit à un moment, je conduis au hasard et le mec est censé. En plus, c'est l'époque où il y a pas de GPS, où il y a pas de, t'as pas de smartphone. Après, ils ont peut-être la même carte qui situe Bastia comme un petit village. Alors, on y allait. À l'époque, il y avait pas la 3G à l'étranger. Tu payais un bras pour avoir ça. Donc et en plus, nous, on était en mode non, mais le téléphone, il y a un truc satellite. Si on se met à une zone avec Wi-Fi, ça peut marcher. La carte, ça marche pas du tout. Donc en vrai, on avait une petite zone qui était affichée sur le téléphone et c'est tout. Et après, il fallait déduire. Mais après, il y a un truc génial qui s'appelle des panneaux. Et genre, depuis le Moyen-Âge, les gens se repèrent avec des panneaux. Oui, mais le mec le dit au début, je conduis au hasard. Donc il regarde pas les panneaux. Ça. Mais en plus, il y a un truc qui existe, ça peut être des cartes sur des papiers. Oui, il suffit d'acheter une carte. Mais il a 18 ans, il est débile. Non mais alors, je suis désolée, mais dans ce cas-là, ils auraient même pas pu sortir du Canada. Ouais. Après, moi, j'ai compris leur, sa pote, la meuf qui est avec elle, qui est un peu insupportable, mais en fait, c'est une pick-me. Elle a totalement tous les traits de la pick-me. Pour les gens qui sauraient pas ce que c'est une pick-me, je suis pas d'accord que ce soit une pick-me. Ah si, c'est totalement une pick-me. Moi, je suis pas pense d'accord non qu'elle a plus. des vues. Ah ouais. Ah non, bah déjà parce que j'étais comme elle à l'adolescence et en fait, pour moi, ça ressemble plus à quelqu'un qui se sent pas forcément en accord avec le genre féminin, parce que c'est ce qu'elle dit, et qu'en fait toutes les filles avec qui elle était lui renvoyaient ce truc-là en fait, je pense. Et un truc qui est très vrai à l'adolescence, quand tu corresponds pas aux normes, bah tu te fais rejeter par tous les autres et du coup tu vas vers les autres gens bizarres quoi. Et quand tu regardes bien, elle dit ouais, je me sens plus masculine que le mec, etc. Ouais. Et il y a un jeu vachement sur les genres pendant tout le truc. Donc pour moi, c'est plus un groupe de jeunes un peu marginaux, un peu weirdo, voire queer quoi, qui se rassemblent parce que ils se reconnaissent pas dans la norme en fait. Et pour moi, la meuf qui se sent chelou parce qu'elle va vers eux, c'est l'héroïne qui, à mon avis, appartenait plutôt à un groupe. Elle était plutôt dans la norme, comme elle disait, ses potes étaient machin. Mais c'est une cool kid. Tu comprends la fin, c'est une cool kid en fait. Mais moi, je pense que la fille, elle était amoureuse de sa pote. Ah, moi aussi, j'ai senti ça. Il y a moyen, ouais. Peut-être. Enfin, c'est surtout, je pense que Brian Lomelli voulait montrer une complicité, mais j'avais quand même sorti une sorte de lien spécial entre ces deux personnages. Ouais. Surtout qu'elle en parle beaucoup pour. Au final, ne plus la mentionner après. Et puis après, vous avez pas vu le dessin. Moi, je trouvais qu'il y avait un rapport dans le dessin. C'est-à-dire que quand tu vois le dessin de sa pote qui est partie et le dessin en forme d'ombre. Ouais, ils ressemblent beaucoup, les deux personnages, je crois. Ressemblent beaucoup à la copine. Et moi, au début, je pensais que c'était la copine. Et puis, elle est sortie avec elle, tu vois. Et après, au début. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'elle en parle au début, puis après, elle le mentionne plus du tout. En vrai, moi, dans ma tête, genre, effectivement, elle a été un peu amoureuse de sa meilleure amie sans s'en rendre compte. Et quand tu vois qu'elle regarde Stéphanie pendant tout le truc et qu'à chaque fois que Stéphanie lâche un truc, elle le prend super mal. Elle est en mode c'est bon, je suis une folle, etc. Je suis une hystérique, machin. En fait, elle se bâche à chaque fois que elle sent un micro rejet des autres, qui est même pas un rejet au final, qui sont juste ils la comprennent pas quoi. Ils la connaissent pas. Et pour moi, elle la regarde, elle attend à la fois son approbation et en même temps, elle a pas l'air intéressée par les mecs, tu vois. C'est un peu le truc que je me suis dit. Après, c'est pas mal que ce soit pas clair, quoi, que chacun se fasse un peu son film dans sa tête, je pense. D'autant que c'est aussi ce qui se passe à cette époque-là où tu sais pas forcément où t'en es. C'est de la recherche d'identité, etc. Donc voilà, se rechercher, c'est tout à fait normal. Après, voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé, genre on passait 1000 ans sur les chats. Sans qu'il y ait vraiment de résolution pour les chats. Je cherchais absolument un thème sous-jacent en fait. Je me disais, il y a un truc avec le nom. Peut-être que ça allait parler de non-consentement.
Un truc du genre. Moi je me suis. Peut-être qu'il y avait une révélation en fait. Peut-être que dans cette relation avec ce mec qui allait peut-être avoir de la violence sexuelle ou autre. Mais non. Ouais, moi je me suis dit que c'était ça effectivement comme toi. Je me suis dit à la fin on va savoir que le mec il a fait un truc pas cool, etc. Mais non, il a juste écrit une lettre. Peut-être qu'il a essayé de placer des trucs et c'est des trucs qu'il a placés en se disant ouais bon je mets ça et peut-être que je le développerai. Après, le gars est plus vieux, donc quelque part c'est aussi faire, tu vois, exercer une certaine pression ou emprise. Une emprise, oui. Sur la meuf. Hein. Mais on sent qu'il y a une emprise dès le départ quand elle en discute. Il discute sur internet. Mais que le mec l'a un peu, le gars matrixé. qui la dégage comme ça, tu sais, à la gare, qui dit oui, je dois aller bosser, machin. Voilà quoi. Hein. Est-ce que ça va devenir un leitmotiv avec Cécile parce que la semaine dernière, hier, il a eu la joie de me faire découvrir que Josh Homme avait attouché à ses enfants. Donc ça y est, si vous êtes fan de Josh Homme, sachez que Josh Homme c'est le leader de Queen of the Stone Age. Est-ce que tu as écouté Kios du coup ou t'as pas eu le temps? Ah d'accord, je vais t'en parler en dehors de l'émission, ok. D'accord. Non, Kios, t'inquiète pas, hier soir je me suis mis à écouter, surtout l'album Sky Valley. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. C'est un mélange de métal, stoner rock et funk que j'aime bien. Et après, pour la blague, je me suis réécouté le premier disque de Kios. Et ils veulent... Alors, c'est comme À la dérive. C'est un groupe qui a l'air méga influencé par Metallica et qui a envie de faire pareil. Et du coup, je trouve que ça pêche. C'est un ersatz de Metallica. Mais c'est des gamins. Voilà. Écoute, les débuts de Kios, ils sont quoi? Ils ont 18, 19 ans? Même pas? Alors, je pourrais. Si vous aimez bien le Desert Rock, écoutez, évitez puisqu'il y a Josh Homme et que Josh Homme est un connard, mais il est seulement guitariste, voilà. Mais il est seulement guitariste sur Kios, donc vous pouvez y aller. Dans Queen of the Stone Age, il est très talentueux, mais en plus il a tapé des fans en concert et tout, vraiment plusieurs fois. C'est pas un mec fois sur scène, c'est filmé. Moi j'en ai ras le cul de ce mec. Bah après. Ça c'est un truc où en fait à chaque fois qu'on parle de personnes qui ont fait ce genre de truc et qui sont dans le milieu artistique, moi je trouve qu'on parle trop des personnes qui font ces gestes-là et pas assez du milieu qui clairement permet voire encourage ce genre de comportement. Il suffit de regarder n'importe quelle image de tournée de rockstar des années 70-80 et vous verrez des trucs où je pense qu'il n'y a pas de consentement. Où il y a de la drogue qui circule à foison, où t'as des personnes qui ont l'air clairement mineures et qui font des trucs que clairement je pense qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, ils savent pas ce qu'ils font, et t'as des gens qu'on sait même pas qui c'est, qui sont en train d'encourager le truc quoi. Franchement je pense que toute l'industrie en fait pousse à ça. Alors ça excuse pas ceux qui ont des gestes on va dire, mais voilà, je pense qu'il y a aussi le fait que toute l'industrie disait tu peux le faire, t'es une rockstar, fais-le. Ouais. En plus c'était reconnu, si tu fais des trucs comme ça c'est que c'était cool quoi. Ah oui, c'était cool, se taper de la groupie, c'était cool. Et c'est pareil dans le milieu du cinéma, quoi. Que le réalisateur se tape, ou que la tête d'affiche se tape le petit débutant ou la petite débutante, c'était reconnu comme genre attends, tu vas être connu, tu pourras faire ça, quoi. Enfin, après, moi, je l'avais déjà entendu. Hein, il y a une différence avec Josh Homme, parce que quand on dit taper, ce n'est pas se taper, c'est il tape physiquement, il frappe. Ce qui est un peu plus. Il tabasse, hein. Il jette sur scène, voilà. Il hésite pas. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ça, je crois pas que c'était très encouragé, par contre, ça. La violence, non. Et malheureusement, il y a plusieurs enregistrements de ça, c'est récurrent, en fait. Il aime bien faire ça à des fans. Mais ceci dit, du coup, le groupe n'est pas du tout dérangé par ça. Voilà. Ah oui, pas du tout. Et hier, on parlait de David Bowie. Et David Bowie, il est reconnu comme une rockstar par tout le monde, comme un mec super cool et tout. Alors que, il y a des trucs actés, comme quoi il s'en est pris à des mineurs et il s'en est pris à des gens, il a fait du grouping, quoi. Après, il les a pas tapés, mais. Des gros pieds, ouais. Mais ouais, il avait des comportements, et puis je crois qu'il avait des comportements aussi sexuellement assez destructeurs. Enfin, dans le sens, après, c'était surtout vu ça, c'était lui-même qui est autodestructeur, mais ses partenaires, ils sont environnés là-dedans aussi. Donc, de choses non consenties avec des mineurs. Ouais. Donc, on disait, c'est les années, comme on disait hier, c'est les années 70. C'est les années 70, et à mon avis, dans les années 70, n'importe quel un mec avec un peu de. Ouais, t'as tué quelqu'un? C'est les années 70. Regarde, je vais pas le redire, mais il y a comment il s'appelle l'acteur qui jouait dans Ferris Bueller.
qui a Oui, ce connard. Broderick là. Broderick, ouais, il était en Irlande et en fait il a confondu parce qu'en Irlande tu roules à gauche et il est sorti de chez lui ou de son hôtel, je sais plus, et il a confondu, il savait plus qu'on roulait à gauche, il a roulé à droite et il est rentré en plein dans une voiture, il a tué 2 personnes et c'est passé comme une lettre à la poste. Je crois qu'il est même pas allé Excusez, je crois il s'est pas excusé et il y a des années plus tard, il a tourné dans une pub pour voiture et du coup parce qu'il a tué une femme et sa fille et il restait le père et le frère de la victime qui disaient mais il peut pas tourner dans une voiture, il a tué ma fille et ma femme et le mec même là n'a pas voulu s'excuser. Donc ouais, le système, t'as de la thune et t'as de la fame, tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Je peux te dire la même chose de Motorhead. Je sais plus quel membre du groupe, un guitariste ou quoi que ce soit. Il a conduit bourré, il a tué quelqu'un et il a rien eu. Et même lui s'en est plaint en fait. Il s'est dit maintenant je suis une rockstar, je fais des choses et on me rattrape pas sur ça. C'est vraiment mal foutu. Voilà. Alors qu'à côté de ça, t'as des gens qui ont des accidents où vraiment c'est pas de leur faute et la police va leur mettre le truc comme s'ils allaient finir en tôle alors qu'en fait ils sont genre pas responsables, quoi. Et tu fais mais ouais. Donc, on va faire un petit tour de table sur est-ce qu'on conseille ou pas. Moi, j'allais dire achetez-le, mais vraiment je trouve que le prix est abusé. 24 €, ça, enfin. Après, est-ce que ça se destine pas aux fans de l'auteur, quoi? Ouais. Moi, je pense, si t'es fan et que tu veux voir l'évolution. Ouais, c'est intéressant. Mais pas à 24 €. Après, 24 €, c'est trop cher. Ouais, ouais. C'est horrible. C'est ouais. Bah, achetez-le dans une. C'est horrible de dire d'occasion, c'est très écolo de dire acheter d'occasion. Oui, non, mais c'est pour les. Bon, après, c'est un peu ignorer la mise au pilon des bouquins qui sont libraires, mais. Oui. Après, si vous avez des bons cadeaux, des trucs. Ouais. Ou aller dans une. Il est bouquiniste, si vous sauvez des petits. Sinon, vous demandez à votre bibliothèque d'acquérir le livre. Voilà. Et comme ça. Si, c'est très bien. Vous n'avez pas déboursé. Et le livre n'est pas mis au pilon, voilà, où il le sera dans beaucoup plus d'années. Mais si vous voulez acheter des trucs chez iComics, vraiment lisez Kill Giant et Immortal Servant et même Lock and Key, hein, vraiment Lock and Key c'est génial. Il y a plein de titres chez l'éditeur qui sont vraiment très 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 bons. Malheureusement, bah c'est pas toujours. Des fois ça tombe un peu à côté et là si vous êtes pas attends, il y a aussi un truc là, je viens d'y repenser en lisant mes notes là, mais à un moment donné elle mentionne des sœurs et on n'en parle plus jamais, quoi. Ouais, elle dit qu'elle a des sœurs et qu'elles ont disparu et il y a un moment où elle mentionne mais je pense qu'elle a en fait je me suis dit tout pourrait s'expliquer s'ils avaient fumé des pétards, en fait. Ouais, ils rajoutent juste ils fument des pétards au début et tout s'explique, quoi. Tout ça n'était qu'un trip dans l'autre sens. Effectivement. Il y a le road trip, il y a le trip. C'est ça. Et ben merci à tous. On va passer aux petites recommandations culturelles. Sophie, tu veux commencer? Comme ça au moins si t'as besoin d'y aller, tu peux y aller. Yes. Alors moi mes recos sont toutes disponibles sur une chaîne qui a un site internet et qui est gratuit, voilà, comme ça. Et je crois que c'est même sans pub. Tout bénef. Donc la première reco, je vais la faire courte parce que on avait fait un long épisode dessus avec Faye dans Geek en série et on vous conseille d'aller l'écouter. C'est Twin Peaks qui est disponible, c'est 3 saisons en entier sur Arte. Donc faites-vous plaisir, mais rappelez-vous que après la 2e saison, il faut regarder le film avant de regarder la saison 3. Voilà. Et laissez une il est dispo sur Arte ou pas du coup? Je suis pas sûre. Attends. Je crois pas. Ce qui est un peu couillon, on est bien d'accord, mais oui, totalement. C'est Firewalk With Me. Ouais. Oui. Mais tu l'as très bien dit, Sophie, le film, regardez-le après la saison 2 ou alors après l'épisode de à peu près 10 de la saison 2 parce que sinon vous serez spoilé. C'est quoi l'épisode charnière? Il n'y a pas le 8? Saison 3, épisode 8, mon épisode préféré. Ah d'accord. J'ai une fascination pour cet épisode et j'ai même essayé de redessiner des moments de cet épisode. Ça me hante, ça a changé ma vie. Non mais la saison 3 Twin Peaks, c'est vraiment le truc le plus dingue que j'ai vu. Il y a un avant et un après, quoi, vraiment.
c'est du cinéma, c'est du grand art. Je rêve de voir l'épisode 8 sur grand écran. Mais... Donc non, ils ont pas. Je vérifie, ils l'ont pas sur. Ils ont Garde à vue qui est excellent, mais ils l'ont pas eux. ça n'a rien à voir. Mais ils ont un truc dark aussi, avec un fort sentiment d'injustice. Regardez Garde à vue. Je regarde s'il est dispo quelque part en. T'as pas comme un bourrin, ça sonne. Pardon. Je sais pas si. Je crois pas que c'est dispo sur une plateforme. Je regarde. Et si vous voulez un très très fort sentiment d'injustice, j'ai une autre co. Toujours sur Arte, le documentaire Droit à l'avortement, Zubrowski contre le Texas, qui en fait raconte l'histoire de plusieurs femmes qui ont vécu des très sales trucs à cause de l'interdiction de l'avortement au Texas, qui concerne pas seulement les femmes qui ont envie d'avorter pour ne pas avoir d'enfants, mais aussi ça concerne aussi les avortements médicaux, c'est-à-dire quand l'enfant est atteint d'une tare ou d'un problème médical qui font qu'il survivra pas à l'accouchement. Et ben en fait c'est la procédure médicale c'est aussi un accouchement, c'est un avortement, donc c'est la même procédure médicale et en fait du coup la loi est écrite de telle manière que les médecins ne peuvent pas pratiquer cette procédure, d'autant que le procureur du Texas est un grand malade qui dit clairement si vous faites quoi que ce soit qui ressemble à un avortement, je vous poursuis, l'hôpital, je poursuis les médecins, je poursuis tout le monde. Et du coup ça terrifie les hôpitaux qui là-bas sont privés en fait. Donc en fait ils dépendent de l'argent en général de mécènes, de gens très riches qui peuvent retirer leur thune à n'importe quel moment, et du coup ils ont pas envie de risquer ça, et du coup ils prennent pas le risque, et du coup t'as des femmes qui vont risquer de mourir à cause de ça si elles ont pas les moyens de quitter l'état quoi. Et du coup c'est en plus c'est quand même plusieurs femmes qui veulent avoir des enfants, donc c'est même ça va à l'encontre du discours des pro-life quoi. Et du coup on voit aussi alors les hommes sont peu présents mine de rien parce que c'est beaucoup de femmes qui mènent ce combat, mais ils laissent aussi la parole à leur entourage masculin et des fois les mecs sont même plus vénères en fait que les meufs dans leur discours, surtout les papis sont vraiment vénères mais à raison en même temps c'est à dire que je pense que quand t'as vu quand tu vois tout qui régresse, je pense que t'as moyen d'être énervé et vraiment il est vraiment très touchant ce documentaire, mais voilà, ça va vous fendre le cœur, je vous préviens. Mais ça me rappelle l'histoire de cette américaine qui justement était enceinte et son enfant il avait une malformation qui fait que en gros il était en train de crever dans son ventre. Donc pour éviter que la mère elle ait des problèmes, il fallait la faire avorter. Et en fait, je crois qu'elle était au Texas et il voulait pas. Elle a fait un procès, fait des appels et tout, il voulait pas. Et au final, il y a quelqu'un d'un autre État qui lui a payé le transport et les frais et tout pour qu'elle puisse aller justement se faire avorter. Et quand on pense que ça devient de pire en pire. Je crois qu'elle fait partie des plaignantes de l'affaire. C'est fou. Et je viens de regarder, n'allez pas donner de votre argent à Jeff Bezos, mais si vous avez déjà donné votre argent à Jeff Bezos, sachez que Firewalk With Me est sur Prime Video. Ouais, mais il est dans le truc Prime Video ou il est en location? Non, il est dans le truc Prime Video. Je viens de regarder sur Just Watch. Ouais, mais des fois... Peut-être que c'est des conneries. Peut-être que Just Watch dit des conneries, mais en tout cas, sur Just Watch, c'est marqué comme disponible sur Prime. Oui, mais des fois, ils te mettent ça, mais en fait, c'est à location. Bon, voilà. Moi, j'avais envie de faire une non-reco, mais on m'a dit nope. Donc je vais y aller très vite. Ne regardez pas Stranger Things, c'est de la merde. Oui, voilà, ouais, ce sera dit. Je confirme, James, c'est à acheter ou louer. Acheter ou louer, ok. Parce que vraiment la saison 5 c'est pourquoi tu tapes sur une ambulance qui est déjà je tape sur une ambulance, mais enfin vraiment déjà en feu. J'entends des gens. De toute façon moi j'ai trop ri avec les gens qui ont tellement pas aimé qu'ils se sont inventés un épisode. Oui, c'est vrai. Apparemment après ils crachaient Netflix parce qu'ils allaient voir l'épisode. Après quand les gens disent c'est tout pourri tel truc, t'as deux réactions, genre je vais pas regarder ou je suis curieux de voir à quel point c'est pourri quoi. Pareil. En fait, c'est pour ça que
C'est pour ça qu'on a regardé la saison 5 parce qu'on voulait voir à quel point. Je voulais voir comment ça finissait. Hein, mais en fait, je veux pas vous spoiler, mais sachez que chacune de leurs putains d'intrigues, est résolue par un putain de Deus Ex Machina. Mais c'est même pas résolu. Tout est résolu avec un putain de Deus Ex Machina. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui apparaissent. Non, en fait, mais attends, qui apparaissent par un trou de balle magique. Faut se rappeler que Eleven est un putain de Deus Ex Machina sans pattes quand même. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont des personnages. Des personnages qui disparaissent, pouf, dans un placard et qui réapparaissent à la fin. Ils les oublient et les personnages existants, il y a des choses qui ne sont pas développées. Ils sont allés chercher Linda Hamilton. Pas logique. Pour lui faire du guest star. Mais elle est là. De luxe. Je me dis, mais que veut-elle? Mais elle ne sert à rien. Non, on ne sait pas pourquoi elle est là. Mais c'est pareil là avec truc là. Au final, tu dis mais que voulais-tu, garçon? Mais rien. Mais enfin. T'es-tu? Divulguez pas trop parce que j'en suis à saison 4. Ah bah je dirais. Laisse tomber. Enfin. Bref. Ah non mais moi je suis déter. Hein. Je suis lancé en fait. Je commence une série, je dois la finir. Hein. C'est pour ça. Hélas. Je vais vous dire, moi j'ai regardé. Je suis pire que toi, je me suis relancée dans la première saison. Non mais j'ai failli faire. Hein. J'ai regardé pour. Elle est bien. Enfin. La première elle est bien, la première saison elle est bien. J'ai regardé pour Winona Ryder. C'est tout. Elle est incroyable. La fille de Uma Thurman, elle est trop bien. Rien. La fille de Uma Thurman, elle est trop forte. Non mais Winona Ryder, passé la saison 2, ils savent. Elle sert plus à rien non plus. Elle est magnifique, elle est géniale. Ouais. Mais... Et ils la font passer pour une débile tout le long. Ils savent pas quoi en faire. Mais on est bien d'accord que dans la saison 2, elle et son mec, là, ils nous font un remake de la maman de Buffy et du beau-père de Buffy pendant je sais plus quelle saison là. Mais grave, dans la saison 2. Ouais. Avec Ted. Ouais, c'est ça. Ouais, j'y avais pensé. Même si j'aime bien Sean Astin, voilà. Après, c'est le concept de Stranger Things, hein, c'est de piquer tous les années 80 et de recomposer un truc avec. Des incohérences, des choses qui sont pas claires. Et on parlait de gens problématiques. Rappelons que David Harbour est un gros connard de merde. Et Chavi s'est fait virer d'un film qui tournait avec Pedro Pascal. C'est pas étonnant, mais vraiment, ce mec est une merde. Le mec est une immense merde. Écoutez le dernier album de Lily Allen, son ex-femme. Il lui a fait vivre des trucs, mais d'un enfer. C'est un enfer sur terre, quoi. Ce mec est un enfer sur terre. Déjà que son Hellboy était horrible, et pour ça je lui en voudrais toute ma vie. Mais il y avait Mila Jovovich qui sauvait un peu les... Non. Mais elle est capable de défendre n'importe quel film elle est capable de défendre c'est quoi le Monster Hunter avec Mila Jovovich c'est l'enfer sur terre. De toute façon, moi le couple Paul W. Ah oui, mais il aime sa femme, on a vu. Mais c'est pas parce qu'il aime sa femme et qu'il montre qu'il aime sa femme que c'est. Après, Event Horizon est vachement bien. Mais très bien, Event Horizon, moi j'aime beaucoup. T'aimes bien les Resident Evil jusqu'au Non, mais par contre, Event Horizon est vraiment très bien. J'aime se regarder avant de jouer. Après, tu défends Dark City, donc. Mais Mortal Kombat aussi. Mais Dark City est vraiment très bien. Dark City. Non, c'est du Dark City. Mais tu vois, James, dis je n'aime. J'aime pas Dark City. Voilà. Bon. C'est pareil, elle a fait ses 2 recos. Du coup, moi, ma reco, et ça va être ma reco, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé en 2025. Si t'en as fait 2, moi aussi j'en fais 2. Mais non, parce que j'en ai pas fait une vraie. C'est la création. Mettez-vous à la création. Moi, je me suis l'an dernier, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours eu envie de dessiner. J'ai toujours eu envie de prendre des cours de dessin et de m'y lancer. Et j'avais jamais osé. Et en 2025, plus début 2024 et tout 2025, j'ai dessiné. Fin 2024, oui, excusez-moi. Et tout 2025, j'ai dessiné j'ai pas arrêté de dessiner. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. Et pourtant, j'ai 39 ans. Je vais avoir 40 ans cette année. Faut pas se dire, je suis trop vieux pour apprendre des trucs. Je suis trop vieux pour m'essayer à de l'art ou à des trucs comme ça. Allez-y, franchement, faites-vous du bien. Ça vous permettra moi vraiment, ça va faire bien fou. Et ça m'a permis de découvrir et de m'épanouir dans plein de trucs. Donc allez-y. Mais même pas que le dessin, hein, que ce soit l'écriture. Si vous avez envie de faire la céramique, faites de la céramique. Faites des zines. Voilà, faites des. Mais j'ai plein d'idées de zines et faut que je les fasse. Il faut que je les termine. Mais quand des zines, c'est des fanzines. Des fanzines.
Et clairement, on voulait en faire un, mais après, je sais pas quand ça arrivera. J'encourage absolument de faire ça parce que c'est vraiment moi, en dehors de l'impression, je gère toutes les étapes de la fabrication d'un zine. Et du coup, ça me permet de devenir encore plus une sorte de couteau suisse artistique en fait. J'ai vraiment à gérer toutes sortes d'étapes et c'est vraiment pour moi la forme d'art la plus enrichissante. On va discuter avec toi si on a des trucs à te demander pour 2026. Bah peut-être que je donnerai des cours à Montpellier, ouais peut-être. Oh trop bien, trop bien. J'ai intérêt en fait parce que je suis un peu fauché donc voilà. Mais c'est dégueulasse parce que on va retourner un peu couteau dans la plaie, mais je pense qu'il y avait un des plus beaux lieux sur Montpellier par rapport à l'art qui a fermé du coup en 2025 là. C'était Entrée Libre. Ouais. Heureusement, 6 pieds sous terre, l'éditeur 6 pieds sous terre existe encore. Et Entrée Libre, je crois, l'atelier d'artiste existe encore. Mais malheureusement mais ils ont un atelier d'artiste aussi. Ils ont bougé, mais ça continue, ouais. Ah, ça continue quand même. Oh, trop bien. Atelier de fanzine, ouais. Ça va rester mensuel. Et en janvier, là, va y avoir les 24 heures du fanzine. Trop cool. Et il suffit que je me débloque sur mes scénarios et peut-être que j'arriverai à enfin sortir. Tourne le couteau dans la... Ah oui, parce que Faye, elle a perdu un fichier hier. Enfin bref. On va s'y mettre et ce n'est pas un teaser, ce n'est pas peut-être qu'il y aura un truc. Maintenant que tu l'as dit, de toute façon. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sophie qui a balancé. Excuse-moi. Oui, c'est comme toi, faut rien dire. Vous me portez, c'est à cause de vous que mon fichier est corrompu. Il y aura peut-être un truc. Mais t'as qu'à faire des double, triple 14 comme ça. Et tu sais quoi, Faye ? Moi, à chaque fois que j'ai perdu des fichiers, définitivement, c'est que c'était de la merde et qu'il fallait que je le réécrive. C'est mon inconscient qui disait il faut que tu retravailles complètement de zéro ce texte. Et le destin m'a rendu service. Voilà. Mais du coup, la seule fois de ma vie que je fais pas de putain de sauvegarde. Il y aura peut-être un fanzine autour de quelque chose de l'univers de James Smith Universe qui arrivera. On avait dit 2025, finalement ce sera 2026. Pourquoi on aime Lynch ? Voilà. Non, on pourrait faire. Pourquoi David Lynch est génial ? Oh alors là, je peux t'écrire un roman là-dessus. Ce sera pas ça, mais. Oui, mais il sera écrit à l'envers. Oui. Oh putain, mon dieu, tu vas le lire. On va lire un manga. Il faudra se mettre devant un miroir pour pouvoir lire. J'adore le concept. J'en étais sûr. C'est tellement le genre de truc que tu kiffes. Faye, t'as fait ta reco ? Non. Et Cécile, il a pas fait son reco non plus. Non. Vas-y, Cécile. Vas-y, pensez à Faye d'abord. Mais... Ouais, j'ai fait Marocco. Je peux en faire juste 2, mais très vite. Vas-y. Ouais, parce que moi, je vous donne un peu de feel good, parce que voilà, j'avais besoin de feel good pendant les vacances. Ah oui, c'est vrai que tu voulais pas de ça. Et donc, je zappolais sur Netflix et je suis tombée sur un film japonais qui s'appelle In Love and Deep Water. Alors, je peux vous dire le nom en japonais, vous allez voir ce magnifique accent. Kureiji Kurozu, voilà. Un film réalisé par Yusuke Taki. Et au scénario, on retrouve Yuji Sakamoto qui avait gagné, en fait, donc c'est un film qui date de 2023. Et en fait, il avait gagné un prix à Cannes, pas pour ce film-là, en fait, mais pour un autre film. Ah, c'est pas celui-là qui avait gagné un film. Ouais, mais en fait, Netflix, ils ont mis ça en gros, parce que c'est un film qui est sur Netflix. Ils ont mis ça en gros pour attirer les gens. Et en fait, j'ai bien aimé parce que l'histoire de ce film, en gros, c'est un mec, il est majordome, non pas d'espace, mais sur un bateau style les bateaux de la croisière. Personne n'a la rêve. Ben moi, je sais que tu l'as. Ouais, moi je l'ai. Donc style, voilà, les bateaux de croisière de luxe et tout. Et genre le mec, il fait bien son boulot, quoi, même quand les gens il insulte et tout. Et un jour, il y a une meuf qui arrive sur ce bateau. Elle lui dit, yo mec, ta copine et mon mec, et ben ils nous trompent, quoi. Ils ont une aventure ensemble et tout. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Et manque de peau, bah la fille elle se retrouve bloquée sur le bateau parce que le bateau il est parti. Donc ça commence avec des codes de comédie romantique et puis tout d'un coup, boum, ils sont témoins d'un meurtre. Un vieux riche est mort. Et donc on bascule dans du whodunit. Et en fait ce que j'ai bien aimé... Non, c'est pas vraiment du whodunit. Si, c'est un peu du whodunit. Il y a une enquête policière. Il y a beaucoup de mettre au milieu. Mais c'est une enquête policière un peu niveau Scooby-Doo parce que moi direct j'ai dit c'est... Oui, bah oui. Ah, James, tu étais à côté. Oui. Bon, bref, mais c'est pas ça le plus important. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un mélange un peu d'humour, on a voilà le côté romantique, et puis on a aussi, le film parle de
de rangs sociaux avec les riches et les moins riches qui se retrouvent sur ce bateau et qui s'affrontent. Donc on a par exemple un petit gamin qui est le fils de la boniche qui se retrouve à être la boniche de la fille de la famille, le majordome qui se fait tout le temps maltraiter et genre on l'oblige à faire ça, des riches qui veulent pas être à la même table de gens de classe inférieure et compagnie. Donc ça permet de parler de pas mal de choses. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça entraînant. Ça m'a fait un peu penser dans le même genre au film avec Jennifer Aniston et Adam Sandler, où pareil ils font un couple qui se retrouve à mener une enquête un peu un côté whodunite, et c'était marrant aussi, c'était très très drôle, et j'ai passé un meilleur moment donc devant ce film japonais que devant le troisième à couteau tiré que j'ai trouvé pas fou. Pareil moi je l'aime. Je me suis ennuyée une fois que j'ai résolu. J'ai bien aimé, mais c'est vachement long pour ce que c'est. C'est vachement long pour un épisode d'Arabesque et de Voilà. Écoute, je me suis retapé Arabesque pendant les vacances, je me suis plus régalée. Pour le coup, si vous avez, il y a le truc où il y a Pierce Brosnan. Ah oui, c'était bien Murder Club. Murder Club, c'est vraiment très cool. Bien, ça aussi. Si tu l'as pas vu, Sophie, oui, ça pourra te plaire. C'est vraiment sympa. Et à la résidence aussi, c'était vraiment sympa. Ah oui, la résidence. La résidence, j'avais trouvé ça sympa, mais après, c'est un peu téléphoné et un peu long. Ouais. Ah oui, l'intrigue, voilà. Ils avaient envie de faire tu sens que c'est quelqu'un, ils ont vu que à couteau tiré avait marché. Ouais, mais voilà, c'est à couteau tiré, c'est un long épisode de Columbo et la résidence, c'est un très 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 long épisode d'Agatha Christie. Plusieurs épisodes en plus. Oui, bon. C'est clair. Bon, alors, mais en tout cas, le film, il était très sympa. Le film est sympa. Vraiment, elle est mignonne. Je suis d'accord avec toi. Et après, pour rester dans le côté un peu d'amour, un petit drama coréen que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Dynamite Keys. Alors l'histoire en gros, c'est un mec, bien sûr, il est richou parce que son père, il a un grand groupe, machin chose. Lui-même, il a une grande entreprise, il se fait des millions et tout. Et le mec, il va sur l'île de Jeju parce qu'il doit recruter un gars qui est un connard entre parenthèses. Et il va rencontrer sur cette île une meuf qui, alors elle a pas de chance. En gros, elle a eu un jour un mauvais entretien qui s'est passé, on s'est foutu de sa gueule parce que elle est pauvre et qu'elle a pas fait une grande école, donc elle était traumatisée et elle n'arrivait pas à trouver du boulot. Et en fait, sa famille, bien sûr, la dénigre et sa sœur doit se marier et elle lui dit: je te paye un voyage à Jeju, comme ça tu viens pas à mon mariage parce que tu vas trop me mettre la honte devant ma famille qui est un peu plus friquée. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve là-bas. Et les deux se rencontrent et tout. Et le destin fait que le gars Richou doit rencontrer un mec, et ce mec, en fait, c'est l'ex-copain de la fille. Et en fait, la fille, elle a un peu envie de se venger parce que le mec, ça a été un gros connard avec elle. Et donc, il dit: bah écoutez, moi, je vous paye, on va faire style qu'on sort ensemble. On va aller à la soirée, et comme vous le connaissez, vous allez m'introduire à lui, nanana. Et bien sûr, ça se passe pendant la soirée. À un moment donné, pour faire style, qu'ils sont ensemble, elle l'embrasse, et là, le mec, donf, ça y est, il est amoureux. Et manque de peau, ils ont passé une super soirée, le lendemain ils passent une super journée et tout. Et manque de peau, la fille, elle doit partir vite parce qu'elle a un appel. Sa mère a eu une crise cardiaque et quand elle revient, elle apprend que sa sœur, la grosse connasse, elle s'est enfuie avec son mari après avoir laissé plein de dettes à sa mère et qu'elles vont perdre la maison et tout. Et donc la fille, elle est dans une grosse merde et elle doit trouver un boulot. Et elle trouve un boulot en fait, et pour se faire engager dans une entreprise de produits pour bébés, elle doit faire croire qu'elle a un enfant, et ça tombe bien, son best friend, il est père célibataire et il a un gosse, donc elle fait passer son best friend pour son mari. Et elle fait croire qu'elle est la mère du petit. Et vous allez voir, c'est que le début, ça. Et quand elle arrive dans l'entreprise, qui c'est qui est pas son chef de service? C'est le mec qu'elle a rencontré à Jeju. Que va-t-il se passer? Oh là là, il va y avoir plein de quiproquos. Voilà, c'est trop bien. Attention, il y a des histoires de famille avec des choses cachées. Ça va être magnifique. Mais vraiment. C'est un drama coréen, quoi. Mais c'était trop bien. Je me suis bien éclatée. C'était drôle. Ça parlait de valeurs sympathiques. Les deux personnages principaux, ils étaient mimi. Bon, le mec, il surjoue un peu, mais ça passe, voilà. Il y a eu, bien sûr, le fameux bonbon au café Copico. Non, Copico, que j'ai réussi à trouver dans l'épicerie coréenne qui a près de l'arrêt observatoire à Montpellier. Allez-y, elle est trop bien. Best jour de ma vie, c'est les meilleurs bonbons du monde. Et effectivement, quand même, moi j'adore, on sent très bien le café. C'est un énorme bout de café, hein. Si vous aimez pas le café. Si vous aimez, à chaque fois, ils font une pause dans le récit à chaque fois pour dire: mon Dieu, mais on dirait une tasse de café, c'est trop bon. Voilà. Bon, la vanne, c'est qu'il y a des énormes placements de produits. Faudrait m'en offrir, je suis une grande fan. Mais je t'en enverrai, on t'en enverra. Mais vraiment. Genre les glaces au café, les petits glaces au café, c'est le même grain de café. C'est ça. Je retournerai m'en acheter pour me faire un stock, je te prendrai un paquet, je te l'enverrai. Attends.
Mais t'achètes pas des photocards en même temps. Je verrai si j'achète des photocards en même temps. Oui, parce que je me moquais un peu d'elle gentiment en 2025 par rapport à son amour de Stray Kids, donc le groupe de K-pop coréen. Et sachez que comme Taylor Swift, elle a réussi à me corrupter. À me corrompre, voilà. Et je suis devenu fan de Stray Kids. J'adore leur musique. Leur musique est très cool. Mais oui, c'est très bien. Les paroles sont bien. Et en plus, on a découvert qu'ils étaient Swifties. Ouais, c'est vrai. On a découvert. Alors, tout est lié, tu vois. Effectivement. Et en fait, c'est un groupe super feel good. Je trouve qu'ils arrivent vraiment très. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que déjà ils sont super créatifs. Je sens que c'est des gens qui bossent beaucoup. Et qui sont contrairement au reste de la K-pop, qui est vraiment très on rentre dans des cases et l'agence te pousse à rentrer dans le moule à tout prix de ce que tu dois être. Eux, vu qu'ils vendent des milliards d'albums et que ça fait 8 ans qu'ils sont actifs, là ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont un peu plus de liberté. Ouais. Ils arrivent à trouver des compromis. Ils arrivent un peu genre ils ont le droit de dire des gros mots. Oh non, c'est pas vrai, ils ont pas le droit de dire des gros mots. Oui. C'est marrant, il y a un réel où tu vois le leader en train d'écouter une chanson et en fait tu vois que les groupes de K-pop arrivent à trouver des moyens en jeu de mots de dire fuck, mais de le dire en disant je sais plus c'était quoi Mais en fait, je sais plus. Au lieu de dire fuck, ça allait vite. Ça va super. Ils disent un truc super vite et ça fait le son fuck. Mais en fait, ils disent une phrase avec des mots entiers. Et en fait, ils disent pas fuck, mais c'est détourné. C'est détourné quoi. Et c'est marrant. Mais du coup, eux, ils sont plus libres et ils arrivent vraiment super bien à mêler un truc vachement mélodieux, vachement chanté, avec du rap un peu plus. Pas hardcore, mais c'est du vrai rap. Dis-toi que ils aiment beaucoup Post Malone. Ouais. Donc des fois, sur certaines chansons. Mais après, Post Malone, il mêle un peu déjà la country et le rap. Donc, ouais, non, mais je te dis que c'est fan de lui. Après, je sais plus trop. Mais bon, voilà. Mais c'est positif. C'est des super. Ils ont tous un super flow et c'est fou comment ils arrivent à. Un mec comme Félix, donc qui est un des membres du groupe, qui a une voix ultra grave et vraiment vous voyez sa gueule. Le mec a une tête de gamin on dirait qu'il a 8 ans et quand il parle, il a la voix de Dark Vador quoi. C'est abusé. Et c'est le bébé dans Roger Rabbit. Oui, c'est un peu ça. Et en fait. Mais c'est fou parce qu'il arrive à avoir cette voix super grave et super 1, 2, 3, c'est vraiment très grave. Et après, il peut te faire des chansons, des trucs super mélodieux et super doux. Ils ont. Mais il y a une variété. Ils ont des variétés de trucs. C'est vraiment cool. Et moi, ça m'a fait me relier avec un truc que j'avais un peu lâché parce que comme vous l'avez compris, on discutait avec Cécile tout à l'heure de groupes. Moi, j'aime beaucoup les arts rock, j'aime beaucoup de Foo Fighters, j'aime beaucoup le rock de manière générale. Et quand tu vois un concert de rock, c'est des mecs qui jouent de la batterie ou qui jouent il y a pas forcément de vraie performance musicale, oui, mais pas de vrai quoi. Mise en scène scénique. Oui, mais t'as pas de mise en scène scénique alors que eux, tu vois, il y a de la chorégraphie et en fait il y a tout un lien avec la danse que j'avais un peu en fait, tu redécouvres qu'avec la danse on peut ouais, je redécouvre qu'avec la danse, en fait la danse c'est tout un art en fait où tu peux exprimer plein d'émotions et plein de trucs vraiment super compliqués et vraiment super beaux avec juste des gens qui bougent leur corps et qui font des trucs cool et c'est un art que j'avais un peu je sais pas dévalué. Je t'avais dit que la danse c'était bien. Un peu dévalué par esprit de machiste nul. Pourtant je t'ai saoulé avec Chantons sous la pluie. Effectivement. Et avec Stray Kids je me suis mis genre il y a un des membres du groupe qui fait juste des sessions des clips où il est juste en train de danser, il chante pas, il danse sur de la musique et c'est super beau. Le mec est super talentueux. Je t'avais dit sur Billy. Et voilà, vraiment si vous avez l'occasion de juste écouter. Et puis ça fait du bien des trucs qui parlent du fait de s'aimer, du fait de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce que la société nous dicte, d'être soi-même et justement de pas rentrer dans les cases dans lesquelles on veut nous mettre alors qu'on se sent pas bien. Enfin, il y a plein de messages positifs comme ça, il parle de karma, enfin voilà, il y a plein de
si vous voulez, il y a une chanson que vous voulez pour découvrir moi God Money, on a discuté beaucoup avec Faye de comment faire découvrir le groupe. Et tenter God Money, la chanson God Money, je pense qu'elle mélange bien tout ce que toutes les Regardez Red Light. c'est Red Light, c'est autre chose. Hein. God Money est pas mal et moi j'aime bien Ceremony aussi, si vous avez l'occasion. Le clip de Ceremony est vraiment beau. Parce que niveau visuel, vraiment, moi ça m'a. Après, il y a tout un lore. Ouais, il y a tout un lore autour du fait que ils sont tous. De base, c'est en fait la première chanson District 9. Ouais. Oui, District 9, c'est ça. District 9, c'est le film, non? Ouais, je sais plus. Mais c'est District quelque chose. Ouais, bref. Bon, ouais. Si, c'est District 9. Peut-être, ouais. Je sais plus. Bon, leur premier titre, en fait, le clip, c'est genre en gros, ils s'échappent d'un centre où on faisait des expériences sur eux. Donc c'est ça le truc de base. Et après, ils s'échappent justement pour pouvoir être eux-mêmes, et puis il y a des. Ouais, chaque clip est un espèce de monde parallèle où ils font des trucs, quoi. Ouais. C'est sympa. Mais voilà. Cécile, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? Je peux même en faire 2 vu que James c'est italien. Ou 3 si tu veux, vas-y. Ah bah ok. Bah déjà je vais faire une transition bien brutale. On va passer de la K-pop à la variétoche. Ouais. Je vais vous faire recommander un album sorti en 81 de Louis Chédid qui s'appelle Ainsi soit-il. Donc Louis Chédid, on connaît plus son fils M. Ouais. Mais Louis Chédid, au début des années, pardon, oui, et sa mère, René Chédid aussi. André Chédid. La fille aussi, elle faisait de la musique. Il me semble où elle était actrice, je sais plus. Je sais plus ce qu'elle faisait. Peut-être tu peux confondre avec Isia, Igelin. Non, mais je sais qu'il a. On s'en fout, c'est pas grave. Laisse-le enchaîner son. On confond souvent les Chédid et les Non, vas-y. Mais en tout cas, Louis Chédid, début des années 80, en fait, avant, il avait une carrière rock et dès les années 80, en fait, il a commencé à s'intéresser au synthé. Et donc, il a sorti cet album-là. Il a sorti cet album-là qui s'appelle Ainsi soit-il, qui est de la pop synthé intimiste. Il a quand même enregistré avec une équipe, mais il y a un son très j'ai le terme anglais muted, mais un son très 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 restreint en fait, et aussi une direction artistique assez minimaliste qui donne l'impression que justement Louis Chédid joue dans une pièce en notre présence en fait. Et aussi du coup c'est de la pop synthé avec quand même des arrangements rock qui sont très intéressants. Et il y a des chansons vraiment qui me fascinent. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Chanson pour une emmerdeuse, qui a un arrangement au synthé qui est hypnotisant. Et pareil, c'est des paroles où Louis Chédid, il est à la fois insultant et attendrissant. C'est un vrai tour de force, j'ai envie de dire. Sur cet album, en fait, il y a une chanson les plus connues qui est Ainsi soit-il, qui est pareil, qui est aussi très 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 belle, qui a une narration très forte. Et qu'on pourrait considérer comme faisant partie de son répertoire ultime. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que cette chanson-là, du coup, ça fait partie des moins bonnes de l'album. Le reste, c'est vraiment à un autre niveau. Il y avait Sophie qui pardon. Oui, Ainsi soit-il, y a-t-il le moindre rapport avec la chanson de Mylène Farmer? Je crois pas, non. Comme les musiciens, des fois, se font des références. En tout cas, les Américains, ils font beaucoup ça. Je me suis demandé, tiens, est-ce que nous aussi, la c'est avant, des références. Avant Mylène Farmer, non? Oui, c'est avant. C'est 81 cet album. Oui, mais peut-être que Mylène voulait faire référence à Louis Chédid. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Il y avait bien Anna, qui est la plus jeune de ses enfants, qui a fait des albums et qui avait fait un album notamment avec Mathieu Chédid et Louis Chédid. Je viens de vérifier. En famille, oui. Ils avaient enregistré ensemble, oui. Mais voilà, c'est mon album préféré de Louis Chédid. Il dure 33 minutes. C'est cool. Et il y a des bangers. Genre, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle le rock du Rocking Chair. C'est vraiment la chanson rock qu'il avait mis pour garder une partie de son vieux public. Mais c'est quand même une chanson super cool. Et le reste, c'est vraiment fascinant, voilà. Ok. J'adore Louis Chédid. Trop bien. T'as une autre reco à partager ou tu veux qu'on finisse sur ça? Si vous parliez de groupe de K-pop,
Moi, je suis pas trop Stray Kids, je suis plutôt Stray Cats, un groupe de rock'n'roll des années 80. Et sinon, moi, en fait, je suis pas trop boys band dans la K-pop. Moi, je suis très girls band. J'étais très fan de Ace of Angels. Ouais. J'étais très fan de Red Velvet aussi. Ah, Red Velvet, j'aime bien. Genre, la chanson préférée de Red Velvet, c'est Oh Boy. Mais s'il y a un groupe que je voudrais recommander, et là aussi ça va être une petite dédicace à Pralinus parce qu'il adore ce groupe, c'est G-Idol, qui est vraiment un self-made groupe en fait. C'est vraiment des meufs qui gèrent leur propre texte, leur propre prod aussi. Apparemment leur premier disque c'était enregistré avec des logiciels piratés, etc. En tout cas, c'est un groupe que je trouve très intéressant. J'aime pas non plus la majorité de leur discographie, c'est un peu qui tout double pour moi des fois. Mais ce serait ma recommandation K-pop, voilà. Ok, bah écoute, super. Et un gros shout-out à tout ce que fait Pralinus parce que ce qu'il fait, c'est génial. Depuis des années, pour les vieux de la vieille qui suivent James et Faye, on était dans le même groupe de vidéastes. Il y a cela. Déjà, je l'ai connu en tant que super vidéaste, et depuis que je le repose souvent à la Wacom, c'est aussi vraiment un chic type, je tiens à dire. Ouais. Et même ce qu'il fait je sais qu'il fait du podcast, enfin, je sais pas s'il les met en podcast, non, sur YouTube, il fait il fait des reviews de films. Oui, le Club Mangas, il fait ça à chaque fois. Ouais, il fait le Club Mangas aussi. Et le ciné QQ Club. Le ciné QQ Club, c'est à ça que je pensais. Mais je sais pas si c'est dispo en podcast aussi à côté, en dehors du YouTube. Mais après, maintenant, YouTube fait le podcast, donc peut-être qu'il c'est dispo ailleurs, enfin, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de très cool qu'on avait reçu pour parler de Nana il y a de cela très longtemps. Mais il revient quand il veut parce que c'est un mec trop cool. Voilà. Allez voir le contenu de Cécile. Allez liker son Instagram, tout ça. Surtout Instagram en ce moment. Ouais. Tu reviens quand tu veux. C'était un vrai plaisir de discuter BD avec toi. Si vous avez envie d'acheter À la dérive, et si vous avez aimé À la dérive, dites-le nous en commentaire. Ça nous intéresse d'avoir votre avis. C'est bien d'avoir d'autres avis. C'est bien d'avoir votre avis. Le partager dans les. Ouais. Et sur ce, nous on vous dit bonne semaine. La semaine prochaine, on vous parle, si je dis pas de bêtises, je me suis dit comme ça, on aura fait tous les absolutes, parce qu'on a fait Absolute Wonder Woman, Absolute Superman, Absolute Batman, et on a fait en décembre. Enfin, on l'a enregistré en novembre, mais il est sorti en décembre. On a fait Absolute Martian Manhunter. C'est le seul que j'ai aimé. Moi, il y a le Wonder Woman et le Martian Manhunter était vraiment cool. Mais le Wonder Woman était, le Wonder Woman était trop cool aussi. Enfin bref. La semaine prochaine, on fait l'Absurde Flash. De Jeff Lemire et oui, elle était Jeff Lemire. Moi, je viens pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je viens pas là. Ah oui, c'est ça que le truc que je voulais te dire de Jeff Lemire qu'il a fait. Il a fait Descenders avec Dustin Nguyen. Tu devrais kiffer c'est de la SF super cool. Mais je crois que Sophie elle aime bien Jeff Lemire si je dis pas de bêtises. Ah je donne ma place à Sophie. Voilà. Mais peut-être qu'il y aura. Non, je sais pas si on arrivera à convaincre Space de lire Absolute Flash. Moi, je ne lis plus de Jeff Lemire. Franchement, chaque fois que j'ai lu, j'ai détesté. C'est vraiment entre lui et moi, ça va. Il est bon, Lemire. Vous êtes peut-être gentil, mais alors artistiquement. Il dessine pas très bien. Enfin, ouais. Non, mais je sais pas. J'ai pas d'atome crochu avec sa façon de d'écrire. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait les deux. Voilà, les deux. En indé, il dessine et il écrit et sur en mainstream, il fait plus du scénario. Il y a des artistes comme ça passe pas. Pourquoi se forcer au bout d'un moment? Et comme ça, t'auras lu tous les absolutes et tu pourras dire le seul que j'ai aimé c'était Absolute Martian Manhunter. Si je peux squeezer sur. On verra. Elle négocie en pleine émission. Ah ouais, je négocie. Pitié, pas du Jeff Lemire. Et la semaine d'après, on aura la chance de recevoir. mais là, je suis là. J'ai plus les noms. Les deux personnes. Mais dis rien. Les deux personnes.
Bah en tout cas, on fera de la promo parce que même si elles sont pas là, on en fera la promo pour le festival interconnecté de la bande dessinée, qui est un contre-festival à Angoulême, puisqu'il n'y a pas d'Angoulême cette année, parce que bon, vous savez, si vous avez écouté l'émission. D'ailleurs, ils ont pas fait un post pour râler. Oui, les gens qui géraient Angoulême ont fait un post pour râler, et je crois même la région a fait un post pour râler en disant que c'était de la faute des auteurs, enfin bref, c'est. Non, parce qu'ils ont râlé contre le maire, ceux les fautifs de départ. Oui, mais je crois qu'ils se sont tous renvoyés la balle et ils ont tous renvoyé la balle vers les auteurs en disant c'est la faute des auteurs qui voulaient merde. C'est peut-être la faute de ceux qui peuvent pas garder des choses dans leur pantalon. Oui, voilà, très très bien. Et voilà, et on espère que l'an prochain on aura un Angoulême un peu plus safe et un peu plus cool, ce serait bien, ou pas. Si on n'a pas d'Angoulême, c'est pas grave. On aura le festival interconnecté de la bande dessinée qui met en avant que des artistes féminines, si je dis pas de bêtises. C'est un peu dans toutes les villes. Et il y en a un qui sera spécifiquement sur Montpellier. Et normalement, on reçoit des personnes qui le gèrent, dont je vais avoir les noms dessus parce que j'ai une conversation avec elle. Margot Sattel, Margot Seltel et Gaëlle Hersan, voilà, qui sont deux autrices de BD, qui sont très très cool, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier, la meilleure librairie du monde. Voilà, sachez-le. Ce sera dit comme ça. Et sur ce, on vous laisse. Merci Sophie, merci Faye, merci Cécile. À la prochaine. Merci de nous rappeler. À la prochaine. Salut. Au revoir.